Bonsoir d'être là nombreux pour cette controverse de l'IREMO qui porte sur un sujet extrêmement sensible, comme vous avez dû le comprendre, puisqu'il s'agit des relations entre la France et l'Égypte. Nous avons voulu créer ce moment un peu de débat public autour de cette question de la relation à la France et l'Égypte, juste à la veille d'un voyage du président de la République en Égypte au début de la semaine prochaine. Et il nous semblait important, du coup, faire un instant le point sur la situation interne à l'Égypte et comprendre l'implication de la France dans ce qui se passe en Égypte en ce moment. La situation qui se passe en Égypte n'est pas très connue dans l'opinion publique générale en France, mais les implications de la France en Égypte sont encore moins connues. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, à partir d'un travail d'enquête et de plaidoyer qui a été fait par les organisations qui sont là, pour ainsi dire, autour de la table, à travers un rapport qui vient d'être publié par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, le Cairo Institute for Human Rights Studies et l'Observatoire des armements, et la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ces organisations, plus un journaliste qui a travaillé sur un aspect particulièrement intéressant qui est dans la relation entre une entreprise française et ce qui se passe en Égypte au sujet de la question de la surveillance généralisée qui se met en place en Égypte en ce moment. Bien, je ne dis plus rien et je donne la parole tout de suite à Leslie Pickmal, qui est chargée du plaidoyer au Cairo Institute for Human Rights Studies auprès de l'Union européenne. Donc, elle vient de Bruxelles en ce moment. Elle était docteure de Sciences Po Paris et elle a passé un certain temps en Égypte auprès du CEDEJ, un centre de recherche et d'études basé au Caire. Merci, Leslie. Jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Merci, bonsoir. Donc, pour essayer de vous donner un panorama assez large de la situation des droits humains en Égypte et aussi de ce qui est plus d'actualité, donc des développements plus récents, je vais me concentrer sur les 18 derniers mois, en gros, plus ou moins depuis justement la dernière visite du président Sisi à Paris, qui était en octobre 2017, puisque nous intervenons aujourd'hui, quelques jours avant la visite attendue en sens inverse du président Macron, qui va se rendre au Caire la semaine prochaine. On le sait, le régime égyptien est un régime autoritaire. Mais aujourd'hui, c'est clair, d'après beaucoup d'analystes, mais aussi beaucoup d'activistes, de journalistes égyptiens sur le terrain, que la répression est aujourd'hui plus forte sous Abdel Fattah el-Sisi qu'elle n'était à l'époque de Moubarak. Elle s'est aussi beaucoup accrue vraiment dans cette dernière période, ces 18 derniers mois, avec une plus grande fermeture de l'espace public et de la sphère politique, et à la fois en avant de l'élection présidentielle du printemps 2018 et après pour parfaire ce verrouillage. Autre point important à retenir, c'est que cette répression, elle ne vise pas seulement les mouvements islamistes et notamment les frères musulmans. Donc ça, c'est le récit habituellement présenté pour interpréter cette répression. Mais qu'elle est beaucoup plus large et que son but principal est de réduire au silence toute dissidence pacifique aussi, que ce soit sociale, politique, syndicale, culturelle ou autre. Et ce, essentiellement maintenant pour la survie du régime, beaucoup plus que pour la stabilité de l'État.
les autorités égyptiennes continuent à présenter ces politiques comme les outils nécessaires pour la lutte antiterroriste. Et la lutte antiterroriste, la coopération sécuritaire, c'est également le cadre principal dans lequel présentent les autorités françaises leurs rapports bilatéraux avec l'Égypte. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut questionner cette représentation des relations bilatérales parce que pourtant, la radicalisation, l'instabilité continue non seulement à persister, mais à s'aggraver en Égypte, alors justement que la souffrance et la précarité des personnes les plus marginalisées s'aggravent également. Plusieurs aspects sont à signaler sur les 18 derniers mois, donc, à la fois au niveau de la fermeture de la sphère publique et de l'espace politique, en termes aussi de l'augmentation en grand nombre des peines de mort prononcées par les tribunaux égyptiens, des exécutions effectives, et aussi en termes d'autres types de violations graves des droits humains, donc torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, longue détention arbitraire, etc. On peut dire un mot aussi sur la situation socio-économique et les droits socio-économiques de la population égyptienne, aspect très important, et qu'aiment beaucoup souligner les autorités égyptiennes dans leur rapport avec les diplomates européens. Mais là aussi, la situation s'aggrave. Donc, tout d'abord, on a clairement plusieurs phases d'aggravation ces derniers mois de la répression contre les défenseurs des droits humains, contre les journalistes, contre les activistes pacifiques divers et variés, contre les dissidents, les opposants politiques de toutes catégories. Avec plusieurs vagues d'arrestations donc de ces personnes, mais aussi on peut citer le nombre de journalistes, donc Reporters sans frontières comptabilise 33 cas documentés, donc de journalistes derrière les barreaux aujourd'hui en Égypte, spécifiquement pour avoir fait leur travail. Notamment, on a plus de 500 sites web bloqués également en Égypte, documentés donc selon l'ONG égyptienne AFD, Association for the Freedom of Thought and Expression, et Access Now. On a différentes lois qui permettent de mettre sous couplet réglé les médias en Égypte. Donc des nouvelles lois qui ont été votées et ratifiées en 2018. Donc ce sont des développements récents pour mettre sous contrôle la sphère médiatique. Permettre une censure beaucoup plus large selon les critères très vagues et aussi pour vraiment permettre des poursuites pénales contre différents médias pour publication de contenus jugés dangereux ou nuisibles pour la sécurité nationale, mais encore une fois définis selon des termes très très vagues, très larges. Autre point important, cette loi, en fait, s'applique aussi à tout compte Facebook, tout blog, tout site web privé, tant qu'il y a au moins 5000 followers ou abonnés. Donc là, en fait, ça s'attaque à tout citoyen privé qui voudrait exercer sa liberté d'expression. Et là, s'expose finalement aux mêmes restrictions et aux mêmes possibilités de poursuites pénales que des médias, que la presse. Enfin, la loi sur la cybercriminalité, autre développement très inquiétant, permet en fait à l'exécutif de décider une surveillance intégrale, massive des réseaux sociaux. Et ce, donc, évidemment, sans mandat judiciaire ni limitation claire de durée. Voilà. Il faut aussi observer donc l'impact de la fermeture de la sphère associative avec une loi très répressive sur les ONG qu'on connaît, qui est en voie de révision, mais étant donné que la consultation des associations sur le terrain n'a pas été très très large, que ça s'est fait très vite, qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats publics du tout sur le rôle de la société civile, des associations de tout type dans le pays, on a beaucoup de doutes, franchement, sur l'intention réelle des parlementaires, notamment, à réviser en profondeur cette loi. On attend plutôt des changements cosmétiques, mais attendons de voir. Et puis, pour ce qui est du mouvement égyptien pour les droits humains, donc les ONG, les défenseurs, on a une contraction importante de leur activité.
depuis plusieurs années, sous l'effet notamment du harcèlement judiciaire, dans le cadre d'enquêtes pénales, notamment dans l'affaire des financements étrangers, dans le cadre de laquelle plus d'une trentaine de défenseurs égyptiens sont sujets à une interdiction de sortie du territoire. 10 d'entre eux ont vu leurs avoirs gelés et 7 ONG également sont sujets à des gels d'avoirs. Tout ça sur ordre du juge d'instruction dans le cadre de cette affaire. Cette affaire a eu 2 volets. Un premier volet entre 2011 et 2013 dans lesquels ce sont des organisations, des ONG et organisations de la société civile étrangères qui étaient visées. Il y a eu condamnation et il y a eu un nouveau procès en 2018. Ces organisations comptaient la Konrad Adenauer Stiftung, Freedom House, International Republican Institute. Donc leur staff qui avait été condamné, ils ont eu un nouveau procès et puis ils ont été acquittés tout récemment, donc fin 2018. Mais le volet égyptien de cette enquête, de cette affaire, est toujours ouvert et il n'y a pas de changement du tout dans la situation des personnes. Et finalement, c'est un processus qui a très bien permis d'intimider et de harceler tout ce mouvement des droits humains pour que son activité soit réduite à un très strict minimum et sa capacité à accéder à des financements internationaux. Autre point important à souligner, évidemment, je crois que c'était un petit peu plus connu peut-être, les graves violations des droits de l'homme en Égypte, en termes de torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, tout cela continue. On n'a pas une reconnaissance par le gouvernement qu'il s'agit de graves problèmes, que c'est réellement une crise des droits humains et qu'il faudrait remettre en question les politiques qui visent à permettre ces pratiques et la totale impunité des forces de sécurité pour cela. Donc ça continue, forcément. Et on a, malgré la difficulté pour les défenseurs égyptiens d'opérer, de documenter sur le terrain, on a quand même des chiffres qui nous parviennent et qui sont très inquiétants. On peut citer notamment le cas du jeune Abdallah Boumedine, un jeune garçon de 12 ans, originaire de la ville d'El Harish, dans le Nord Sinaï, qui a été sujet à disparition forcée pendant plus de 7 mois. Donc sa famille ne savait pas où il était. On l'accuse de charges liées au terrorisme. Il a été détenu au secret pendant plus de 100 jours. Pas d'accès à un avocat. Voilà. Donc ça, c'est un seul enfant. Amnesty recense au moins 12 cas de disparition forcée semblables de mineurs depuis 2015, dont au moins 6 torturés. On peut citer aussi 129 cas de morts en détention en 2017. On n'a pas encore les chiffres 2018. Mais voilà, donc ces graves violations continuent. On n'a pas de reconnaissance que c'est un problème. On a plutôt au niveau international une volonté des autorités égyptiennes d'améliorer leur image, de dire non, regardez, nous faisons des efforts en matière de réforme économique. Nous affrontons une situation difficile, c'est une guerre contre le terrorisme, il faut nous comprendre et nous soutenir. Aujourd'hui, on arrive au contraire à la conclusion, côté société civile, que au-delà d'un certain niveau de gravité et de nombre de violations des droits humains, ces politiques sont contre-productives. Elles créent des griefs dans beaucoup de secteurs de la population contre l'État. Et il n'y a pas de recours à la justice pour essayer d'y remédier. Et d'autant plus quand il s'agit également de centaines de peines de mort qui sont prononcées par des tribunaux égyptiens et beaucoup qui sont confirmées en appel et en cassation. Ça a provoqué une réaction à 2 reprises en 2018 du Parlement européen qui a fait des résolutions d'urgence pour sonner l'alerte sur ces problèmes et a appelé non seulement Madame Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et de sécurité, la Commission européenne à réagir, mais aussi les États membres. Donc les gouvernements, comme le gouvernement de la France, l'EPE appelle aussi ces gouvernements-là à réagir et à cesser notamment le transfert vers l'Égypte
d'équipements, on dit bien double usage, notamment ça comprend le matériel de surveillance et d'armes et d'équipements pouvant servir à la répression des civils. Où s'arrêter, je dirais juste un petit mot sur l'élection présidentielle du printemps 2018. Cette élection était particulièrement inquiétante parce que c'était finalement la seule voie restante légale, entre guillemets autorisée, pour les citoyens égyptiens pour pouvoir exprimer une dissidence ou essayer de choisir une alternative politique finalement. Mais on a vu très vite que cette élection ne serait pas une véritable élection démocratique, pluraliste, ouverte, puisque sur les mois qui ont précédé, un à un, les candidats d'opposition potentielle ont été éliminés, soit par arrestation, poursuite judiciaire, soit menaces, harcèlement, ou bien simplement on les force à se désister devant une totale fermeture de l'espace public, et donc ils ne peuvent pas opérer une campagne finalement. Si vous ne pouvez pas faire un rassemblement électoral parce que la loi vous interdit d'avoir un rassemblement de plus de 5 personnes sans autorisation du ministère de l'Intérieur, vous avez du mal à tenir des meetings électoraux. Si la presse est sous contrôle et la presse n'a pas le droit de publier des contenus en pratique qui critiquent le gouvernement en place et ses politiques, eh bien, comment vous pouvez présenter votre programme électoral dans lequel vous dites ces politiques ne sont pas bonnes, il faut les changer. En fait, ces messages-là ne vont pas pouvoir être passés. Et sans surprise, on a eu une grande victoire du maréchal Sissi, réélu donc, pour un second mandat, contre un candidat postiche qu'on a trouvé au dernier moment pour qu'il y ait une personne en face. Pour que ça ressemble pas trop au référendum présidentiel du temps de Moubarak et jusqu'en 2005. Il était inquiétant qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions internationales à ce point-là, parce que depuis des années, la France, l'Union européenne, mais aussi l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, envisageaient leurs relations avec l'Égypte sur la base de l'idée que l'Égypte est en transition démocratique. Donc là, c'est un peu compliqué, mais ça va s'améliorer. On est en voie de réforme. Là, c'était clair en 2018 que, voilà, cette transition démocratique est terminée. On a fermé cette phase d'ouverture relative qu'il y avait eu en 2011, 2012, 2013, et que c'est fini. Aujourd'hui, on voit les prémices d'amendement constitutionnel pour permettre au président Sissi de rester plus longtemps que la fin de son second mandat au pouvoir. Donc différentes options sont envisagées, soit étendre la durée du mandat, soit permettre plus de mandats que deux à la tête de l'État, soit créer une entité supra-présidentielle composée de militaires, quoi, qui contrôlerait un petit peu le cours des événements derrière le devant de la scène, et dont il ferait partie. On ne sait pas trop dans quelle direction ces amendements pourraient aller, mais voilà ce qui se précise et ce qui se discute maintenant dans les médias égyptiens. Donc on va vers une pérennisation de ce modèle, de ces politiques, de ces pratiques qui devraient nous interpeller. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leslie. Je donne la parole maintenant à Olivier Tosquet, journaliste, journaliste à Télérama et à France Inter, et qui a mené une enquête, plusieurs même enquêtes, sur la vente de systèmes numériques de surveillance, vente de la France en Égypte, et donc dont il va nous parler. Voilà, donc je vais effectivement revenir sur cette facette-là, parce qu'on connaît tous
le commerce qui peut exister entre l'Égypte et la France sur des armements plus conventionnels. On leur vend des avions de chasse, des frégates, ce genre de choses. Mais la France a aussi une spécialité qui est les équipements de surveillance qu'on vend à l'Égypte et qu'on vend à tout un tas d'autres pays. Donc moi je me suis penché là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années quasiment maintenant. Et je vais me permettre d'ailleurs un petit saut en arrière qui permettra de comprendre comment on en est arrivé là. C'est qu'en 2007, une entreprise française qui s'appelle Amesis a vendu un système de surveillance à la Libye de Mouammar Kadhafi. C'était le moment où Kadhafi plantait sa tente à l'Élysée, donc on lui disait voilà, on va le ramener dans le concert des nations, donc on va lui fournir un système de surveillance qui, une espèce de gage comme ça, pour réentamer des discussions. Donc tout ça s'est fait via les réseaux Sarkozy, Takieddine a fait l'intermédiaire, etc. Puis la suite est arrivée, donc on a le régime le régime de Kadhafi est tombé et on a découvert dans un centre d'écoute de Tripoli petit panonceau avec le logo de cette société française Amesis, sur laquelle on avait déjà de très fortes suspicions et sur laquelle il manquait un peu l'élément formel, la preuve formelle qui attestait bien de leur présence en Libye. Donc à la suite de ces découvertes, une enquête a été ouverte, elle a été confiée au tribunal de grande instance de Paris, au pôle crime contre l'humanité, qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour savoir s'il fallait engager des poursuites contre cette société dans un chef d'accusation de complicité de torture. Donc l'histoire en était un peu restée là, l'instruction patinait, ça avançait pas très vite, il y a des juges d'instruction qui se sont un peu succédés parce que le pôle crime contre l'humanité du TGI de Paris a parfois d'autres priorités que ce genre de choses. Donc pas mal de frustrations qui commençaient à naître. Et puis tout à coup, on apprend, enfin, j'ai des bruits qui commencent à remonter qui me disent que cette société existe toujours, sous une autre forme, parce qu'effectivement après l'affaire libyenne, ça leur a fait une mauvaise publicité, alors sachant que c'est une entreprise, et on y reviendra un peu plus tard, d'un pédigré assez particulier, c'est des entreprises qui sont très souvent soutenues par les services de renseignement français. Et notamment parce qu'elles ont des marchés à l'étranger, mais elles ont aussi des marchés sur le territoire national qui intéressent évidemment les services de renseignement, et donc elles sont assez protégées, couvées. D'ailleurs, on retrouve assez souvent dans leur organigramme des gens qui ont travaillé dans les services de renseignement. Donc il y a une vraie proximité, promiscuité même, entre l'appareil sécuritaire et ces entreprises-là. Et donc après le premier scandale libyen, l'entreprise avait un peu volé en éclats, le patron d'Amesis avait voulu vendre la société parce que évidemment ça nuisait un peu à sa réputation, sachant qu'à l'époque Amesis appartenait au groupe Bull, un groupe français informatique historique. Et donc à ce moment-là, le directeur commercial de l'entreprise décide de racheter la propriété intellectuelle, notamment la propriété intellectuelle du système de surveillance phare qui s'appelait Eagle à l'époque, qui a été vendu à la Libye de Kadhafi. Donc il fait l'acquisition de cette licence, on va dire ça comme ça, et il décide de monter deux sociétés. Donc une société qui s'appelle Nexa, qui est basée à Paris, et une société qui est basée à Dubaï, qui est chargée de prospecter des marchés depuis cette espèce d'avant-poste comme ça dans les Émirats, et qui s'appelle Advanced Middle East System. Alors, pour vous donner une petite idée du degré d'impunité que ressentent ce type de société, Advanced Middle East System, si vous découpez le nom, ça fait Amesis. Et quand même, pendant un temps, on a eu des gens qui, dans ces sociétés-là, nous disent il n'y a pas de rapport. Ce sont vraiment deux sociétés différentes. Vous leur dites, mais quand même, c'est une coïncidence assez troublante. Et donc, à ce moment-là, on commence à avoir des éléments un peu probants qui montrent que Nexa et Advanced Middle East System ont remporté un marché en Égypte, dans l'Égypte du maréchal Sissi. Alors la question du timing n'est pas complètement anodine, puisque moi j'apprends ça tout début de l'année 2017, fin de l'année 2016 même, et on me dit que le deal a été signé à peu près, on va dire, entre le mois de mai et le mois de juillet 2014. Les tractations ont duré à ce moment-là, et la première prise de contact a eu lieu vers la fin 2013, avec les Émirats arabes unis qui se sont chargés de jouer les espèces d'intermédiaires entre l'Égypte et la France, et qui d'ailleurs ont payé la facture
pour fournir ce système de surveillance à l'Égypte, dont l'objectif est de lutter officiellement contre les frères musulmans. Donc facture qui s'élève à environ 10 millions d'euros. Et donc à ce moment-là, je commence un peu à me pencher là-dessus. Et en fait, on découvre que le système est le même système qui a été vendu à la Libye de Kadhafi, si ce n'est qu'il a changé de nom. Il s'appelle plus Eagle, il s'appelle Cerebro. Donc voilà. Amesis Eagle est devenu Nexa Cerebro, mais c'est exactement le même produit, à tel point que quand il démarche des clients potentiels sur des salons militaires de type Mélipol, les brochures sont rigoureusement identiques. C'est-à-dire que si on prend une brochure de l'époque et une brochure d'aujourd'hui, on voit bien que c'est le même produit. Et donc à ce moment-là, ça commence un peu à paniquer chez Nexa, parce qu'évidemment ils se sont fait prendre 2 fois les doigts dans le pot de confiture, si j'ose dire, et surtout on commence à se rendre compte et eux commencent à se rendre compte du danger qu'il peut y avoir à avoir fourni ce type de matériel. Alors je me souviens notamment de certaines discussions assez lunaires avec des cadres de ce type de société qui ont commencé à s'inquiéter effectivement des arrestations arbitraires, massives, du fait que tout opposant au régime de Sisi devenait assez rapidement quand même un frère musulman parce que c'était bien pratique. Et à ce moment-là, il y a des salariés qui commençaient à dire on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sachant qu'en plus à ce moment-là, le tribunal, enfin le pôle crime contre l'humanité décide d'étendre l'enquête sur Amesis à cette partie égyptienne, donc en englobant cette partie-là dedans. Alors juste pour revenir un peu sur les particularités, ce que permet ce genre de système, en l'occurrence, ça va permettre de collecter très massivement les télécommunications à l'échelle d'un État. Et comme le disait Leslie, on est dans une posture aujourd'hui où les pays occidentaux, dont la France, au premier rang desquels la France, nous disent que l'Égypte est en transition démocratique, que c'est un partenaire stratégique, dans la lutte contre le terrorisme, et en même temps, on offre à Sisi les moyens de pérenniser son emprise sur le pays. Parce qu'effectivement, avec ce type de système, c'est bien pratique, ça permet de surveiller le moindre sédiment de colère qui pourrait exister contre le pouvoir en place. Donc voilà, ça c'est pour les spécificités. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques. Si vous avez des questions dessus, j'y répondrai évidemment, mais je ne voudrais pas vous assommer de considérations de ce type. Il faut juste savoir que c'est un système relativement intrusif. La seule bonne nouvelle finalement, c'est que la publication de l'enquête et l'extension de l'information judiciaire a un peu freiner les choses, c'est-à-dire que le système n'était pas complètement opérationnel au moment où j'ai publié l'enquête, et après la publication de l'enquête, les Égyptiens se sont mis à chercher frénétiquement la taupe, les salariés de Nexa et les autorités françaises se sont également mis à chercher d'où venait la fuite, et donc ça a un peu gelé ou paralysé le deal, et des dernières informations que j'ai eues, le système n'a jamais vraiment été complètement opérationnel. Bonne nouvelle, me direz-vous, sauf que Nexa n'a pas le monopole de ce type de business assez opaque, puisque quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'une autre société française, qui s'appelle Aircom, a vendu, elle aussi, à peu près au même moment, pour un montant légèrement supérieur, et là aussi la facture est réglée par les Émirats Arabes Unis, un système de surveillance massive à l'Égypte de Sisi, donc à peu près au même moment, donc 2014, qui correspond au moment où Sisi accède au pouvoir. Donc il y a vraiment, c'est-à-dire que le moment où il arrive, il se dote, enfin la direction du renseignement militaire égyptien, puisque c'est eux qui sont les utilisateurs finaux du système, se dote de moyens très modernes qui leur permettent de surveiller activement la population. Alors Aircom, c'est un pédigré encore un peu différent, c'est-à-dire que c'est une société plus importante, qui à peu près de 150 à 200 salariés, ils sont en croissance assez régulière. Et Aircom, d'une main, ils vendent des téléphones sécurisés. Donc, par exemple, le téléphone sécurisé d'Emmanuel Macron a été sécurisé par Aircom. Ils fournissent l'Élysée, ils fournissent le ministère des Affaires étrangères, ils fournissent le ministère des Armées. Et sauf qu'à côté de cette activité officielle, ils ont une filiale assez discrète qui s'appelle Suneris et qui, elle, vend des systèmes d'interception. Alors là encore, un peu comme sur Amesis et Nexa, vous avez des commerciaux qui vous disent
ces deux sociétés n'ont rien à voir. Elles partagent le même siège social et quand vous allez au greffe du tribunal de commerce, vous voyez qu'elles sont toutes les deux filiales, que Suneris est filiale à 100% d'Aircom. Donc, je veux bien, mais c'est un peu compliqué quand même là aussi de nier la filiation. Alors la petite différence, c'est que les systèmes d'Aircom sont opérationnels, ont été déployés avec le soutien actif des autorités françaises, avec le soutien actif d'Engie Ineo qui est actionnaire de la société et qui a un peu sorti les systèmes des cartons et a réalisé le câblage, on va dire. Et donc ça consiste en des sondes qui s'appellent Vortex et qu'on place chez les opérateurs téléphoniques qui permettent de récupérer tout un tas d'infos. Donc vous pouvez par exemple savoir si un numéro de téléphone égyptien a été en contact avec un numéro de téléphone étranger, ce qui peut permettre d'identifier une cible potentielle. Vous pouvez croiser tout un tas d'informations. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'une plaque d'immatriculation, remonter un numéro de téléphone, là-dessus mener une perquisition, trouver des choses, monter des dossiers. Donc évidemment, c'est précieux pour les autorités, la police et l'armée égyptienne. Et donc toutes ces informations sont rassemblées vers un système central, d'où les opérateurs viennent tapoter sur un clavier les informations qu'ils cherchent. Ce système s'appelle Cortex, donc c'est Cortex et Vortex. Et comme tout ça est très commode, Cortex est situé sur la même base militaire au Caire que le système Cerebro de Nexa. Donc ça fait un espèce de gros package comme ça, 100% tricolore, qui permet de surveiller massivement les télécommunications des opposants potentiels, mais de tous ceux qu'on suspecte d'être des opposants. Donc évidemment, dans ce genre de système, on ratisse beaucoup plus large que ce dont on a besoin. On fait évidemment beaucoup de dommages collatéraux. Alors il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir et insister. C'est le flou assez artistique des autorités françaises en la matière, c'est-à-dire que sur le premier contrat, donc entre Nexa et l'Égypte, les autorités françaises ont rendu un avis qui officiellement s'appelle un avis non soumis. Donc c'est sur la terminologie des biens à double usage dont on parlait brièvement tout à l'heure. Donc bien à double usage, ça veut dire que ça peut être des biens qui servent à un usage civil ou peuvent être utilisés à des fins militaires. Et donc sur les biens à double usage, le bureau compétent en France, donc le service des biens à double usage, qui en fait est une espèce de commission interministérielle où vous avez des représentants de tout un tas de ministères concernés par ce type de contrat, ainsi que des représentants des services de renseignement. Donc ils sont assis autour de la table et ils décident si oui ou non on accorde une licence d'exportation. Va-t-on envoyer un système d'écoute massif à Kim Jong-un? Probablement pas. Va-t-on envoyer un système d'écoute au maréchal Sissi? À l'époque, les autorités françaises disent non soumis, et non soumis, ça veut dire on s'estime pas compétent pour répondre à cette question. Donc, on leur dit mais c'est un peu bizarre parce que quand même, depuis la première affaire Amésis, justement, les règles du jeu sont censées avoir changé. Il y a eu une transposition d'un règlement européen en droit français qui, normalement, typiquement sur ce type de système, oblige les autorités françaises à se positionner. Donc, rendre un avis où vous vous estimez pas compétente, il y a un trou dans la raquette. Et là, on vous dit, ce qu'on dit assez régulièrement dans ce genre de contrat, que de toute façon, les délibérations sont couvertes par le secret de la défense nationale et que comme elles sont couvertes par le secret de la défense qu'elles sont couvertes par le secret de la défense nationale, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Et donc, au moment de la deuxième enquête sur Aircom, là, je me rends compte que les autorités françaises ont dit oui. Même interrogation, je me dis mais c'est bizarre, vous dites non soumis pour l'un, vous vous estimez pas compétente, et puis quasi simultanément, quand une société du même type vend un dispositif qui ressemble quand même beaucoup, là vous vous estimez compétente et vous rendez un accord. Enfin, vous donnez votre feu vert. Et donc à ce moment-là, en fait, ça permet de réaliser à quel point tout ça est extrêmement politique. Et en fait, la finalité, c'est que Nexa, Amésis, après la première affaire libyenne, a été un peu lâché par les services de renseignement, là où Aircom, qui continue à équiper les services de renseignement français, est toujours très couvé par les autorités qui, évidemment, du coup, n'ont pas vu d'un très mauvais œil le fait qu'on exporte ce type de biens. Sachant que aujourd'hui, ces sociétés-là sont des sociétés qui se portent très bien. Par exemple, alors c'est un peu un hasard du calendrier, mais Aircom, donc cette deuxième société, vient d'être achetée par Thales pour plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est intervenu là la semaine dernière, ça commençait à se préciser, et Thales est très intéressé par les capacités d'Aircom, et notamment pour aller démarcher des clients à l'étranger. Donc
hier l'Égypte, demain tout un tas d'autres pays potentiels. Ça permet là encore de juger du savoir-faire français, entre guillemets, en la matière. On a d'autres sociétés qui sont capables de faire ce genre de choses, et là où Nexa se rapproche aussi d'autres acteurs français pour essayer de rivaliser avec cette espèce de conglomérat qui est en train de se créer en face. Donc on a une montée en régime, en plus des sociétés de surveillance françaises, qui aujourd'hui, dans le panorama un peu global des pays qui vendent ce type de matériel, fait partie du top 3, quoi. C'est-à-dire que les Israéliens sont très très bons pour vendre des outils offensifs. On l'a vu avec l'affaire Khashoggi par exemple. C'est vous visez quelqu'un, vous allez infecter son téléphone. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va envoyer un message, vous allez savoir à qui il l'a envoyé, voir le contenu du message, etc. Vous pouvez cibler vraiment individuellement quelqu'un. Ça a été le cas aussi de l'activiste Ahmed Mansour aux Émirats. Donc ça, les Israéliens sont très très bons pour ça. Et les Français sont très bons pour faire de l'écoute massive. Nous, on est très bons pour aller mettre des sondes chez des opérateurs télécoms qui permettent de renifler à peu près tout le trafic et qui permettent de mettre un peu voire beaucoup, le pays en coupe réglée. Tout ça s'accompagnant, comme le disait Leslie tout à l'heure, d'un cadre législatif de plus en plus contraignant, où à partir du moment où vous dites que quelqu'un qui a un compte Twitter où il y a plus de 5000 abonnés, il devient un média, donc vous allez pouvoir le mettre sous surveillance, donc vous allez pouvoir suivre le moindre fait et geste, et vous allez éventuellement pouvoir le traduire devant une cour militaire ou ce genre de choses. Donc c'est évidemment une brique importante dans le dispositif. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la difficulté qu'on a sur ce type de contrat à établir la véritable responsabilité de ces sociétés. Je vous disais que la justice française avait ouvert une enquête sur Amesis, l'avait étendue à Nexa. L'enquête, elle a été ouverte en 2012. Ça commence à faire quand même un petit bout de temps. Des auditions ont été réalisées. Tous les salariés de la société ont été auditionnés. Un bon paquet de ces salariés sont d'ailleurs toujours salariés de la société. Un certain nombre de documents ont été versés au dossier. Des parties civiles se sont constituées. Donc, notamment sur la partie libyenne, on a des Libyens qui ont amené des éléments montrant qu'ils avaient été pris pour cible par le système d'Amesis, avec cette spécificité quand même qu'effectivement on a pu un peu faire l'autopsie du système d'écoute à partir du moment où le régime est tombé. Mais toujours dit que ça avance quand même pas très très vite, parce qu'à la différence d'armement conventionnel, c'est difficile d'établir le lien très clair entre on va dire l'arme et sa victime. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain vous avez un manifestant qui est écrasé pendant une manifestation au Caire par un blindé Renault, après il y aura évidemment tout un tas d'autres éléments à prendre en compte. Il faudra prouver que c'était bien un militaire égyptien à l'intérieur du véhicule, etc. Mais bon, vous pouvez quand même identifier que c'est bel et bien un blindé Renault. Sur ces systèmes de surveillance, les États, et particulièrement les États autoritaires comme l'Égypte aujourd'hui, se dotent rarement d'une seule solution. C'est-à-dire, ils achètent un produit, puis ils achètent un autre produit, et ils achètent encore un autre produit, et ils choisissent comme ça sur étagère dans une espèce de frénésie sécuritaire. Ils achètent chez des entreprises qui sont des entreprises de différentes nationalités, qui vendent des produits différents. Et donc c'est extrêmement compliqué d'établir ce lien entre une technologie de surveillance et une personne. C'est-à-dire que prouver que telle ou telle personne a été arrêtée, inquiétée, torturée, tué parce qu'on l'a surveillé sur les réseaux, ça se fait rarement avec un seul outil. C'est-à-dire que moi, on m'a régulièrement posé la question, et la question se pose notamment si on voulait avoir des suites judiciaires à ce genre de cas, de savoir s'il pouvait y avoir constitution de partie civile en trouvant des Égyptiens qui auraient été effectivement victimes directes de ces systèmes de surveillance. Mais comme je suis en train de vous l'expliquer, c'est extrêmement difficile parce qu'il faudrait réussir à remonter toute la chaîne, quelque part, c'est-à-dire identifier toutes les sociétés qui ont vendu des systèmes de surveillance à l'Égypte. Mais ça veut dire qu'il faut trouver toutes les sociétés qui ont vendu au renseignement militaire, trouver toutes les sociétés qui ont vendu au ministère de l'Intérieur, toutes les sociétés qui ont vendu encore à telle ou telle entité qui, elle aussi, voulait son jouet maison pour surveiller
l'activité politique et les opposants potentiels. Et c'est un travail qui est évidemment très compliqué parce que il n'y a pas que des sociétés françaises, tout ça est très secret, très transnational. On n'est quand même pas très nombreux à s'intéresser à ces sujets-là. Il y a des ONG qui font évidemment du bon travail, que ce soit en France avec la FIDH, que ce soit à l'étranger avec des associations comme Privacy International qui font un très gros travail justement de recension et d'identification de ce type de société. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le point sur lequel on achoppe et sur lequel peut achoper le travail de plaidoyer des ONG. C'est d'établir cette responsabilité directe de complicité dans la commission d'actes de torture contre des citoyens, en l'occurrence des citoyens égyptiens. Donc voilà, c'est un peu le trou noir, on va dire, de ce type d'enquête, derrière lequel se cachent d'ailleurs beaucoup ces entreprises-là. Elles disent, on a vendu un système, les autorités en font bien ce qu'elles veulent, on s'en lave un peu les mains. C'est une rhétorique qui n'est pas très différente de la rhétorique que tiennent les autorités françaises sur les armements conventionnels. Quand on écoute Florence Parly sur l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite, vous savez, on a vendu des armes aux Saoudiens. Ils pourraient avoir l'idée de s'en servir, mais c'est pas fait pour ça. C'est un peu, et c'est un peu la même rhétorique à l'œuvre, tout ça dans un cynisme quand même assez généralisé. Et je finirai sur une note qui est malheureusement pas très positive. C'est qu'après la première affaire Amésis, la France avait été des premières à dire justement on va changer les règles du jeu parce que le premier contrat en Libye, les règles du jeu n'étaient pas très claires. On savait pas si c'était un matériel de guerre, pas un matériel de guerre. Donc tout ça se faisait dans des conditions un peu floues, on va dire, et les sociétés ne savaient pas forcément si elles avaient le droit ou pas d'exporter certains types de biens. Et à l'époque, Fleur Pellerin, qui était secrétaire d'État au numérique, avait dit plus jamais ça. En gros, il n'y aura pas de deuxième affaire Amésis. On va changer les règles du jeu. On va changer les règles du jeu au niveau européen. Et donc là, ces derniers mois, il y avait des discussions qui, pensait-on, allaient finir par aboutir sur justement un encadrement plus strict de ces biens à double usage dès lors qu'ils peuvent porter atteinte aux droits humains. La France était a priori leader sur le dossier. Et puis il y a tout un tas de pays européens qui ont commencé à freiner des cas de fer en disant que ça ne les arrangeait pas, que la liste de ces biens à double usage concernés allait peut-être avoir des effets de bord sur leurs propres industries. Donc vous aviez les Finlandais avec Nokia qui commençaient à se dire que c'était pas bon pour eux, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et finalement, la France, à force de mettre de l'eau dans son vin, a complètement détricoté sa prise de position, et aujourd'hui on arrive en fin de législature européenne avec un texte dont on sait qu'il ne passera pas. C'est-à-dire que là, jusqu'à l'échéance des élections européennes à la fin du mois de mai, on espérait avoir un cadre législatif plus strict sur l'exportation de ces technologies de surveillance. On sait que ça n'arrivera pas. Donc est-ce que ça arrivera sous la législature européenne suivante ? Peut-être, mais pour que ça arrive, il faudrait déjà lever un certain nombre d'ambiguïtés qui règnent au sein du gouvernement et des autorités françaises, que ce soit du ministère des Affaires étrangères à la DGSE, sur un spectre un peu large, et où tous ces personnes ne sont pas d'accord entre elles sur la stratégie à mener. Mais en tout cas, tant que l'Égypte sera un partenaire commercial très important de la France, que Jean-Yves Le Drian continuera d'y aller tous les 4 matins, je crois qu'il en est à 7 ou 8 visites sous ses 2 casquettes, d'abord de ministre de la Défense et... Comment tu dis ? 8 ou 9, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un peu perdu le décompte, ça devient parfois un peu difficile. En tout cas, il y va souvent, très souvent, il y a une carte de membre. Tant qu'on aura effectivement ce discours-là, on continuera à vendre des technologies de surveillance à l'Égypte de Sisi ou à d'autres régimes autoritaires, hein, j'insiste là-dessus, sans que ça gêne vraiment qui que ce soit. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça fait froid dans le dos. Mais ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Maintenant, ça c'est un volet qui concerne un peu le contrôle, donc c'est plus une affaire de police presque sur la population. Là, on va passer à un volet plus strictement militaire, mais la frontière en Égypte entre les deux domaines
est très facilement... Voilà. Donc, je passe la parole à Tony Fortin, qui, lui, est chargé d'études à l'Observatoire des armements et donc travaille spécifiquement sur les ventes d'armes, donc conventionnelles ou autres, et qui va nous parler des ventes d'armes à l'Égypte. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'armement aujourd'hui? On s'aperçoit quand même qu'il y a un brouillage qui est de plus en plus manifeste entre des technologies civiles et militaires, qu'on pense aux drones, et on va prendre pour exemple ce qu'on a vendu à l'Égypte, et on verra que la frontière est plus vraiment très très claire. Alors si on parle parce que, bon, effectivement, matériel militaire, ça représente une catégorie juridique, il y a un système de contrôle spécifique, et c'est pour ça que, voilà, on a ces champs séparés. Mais dans la réalité, est-ce que les frontières sont aussi nettes? Pas tellement, en fait. Quand on vend du matériel militaire, c'est vrai que si on parle spécifiquement de cette catégorie juridique, c'est vrai que les transferts d'armes vers l'Égypte ont explosé ces dernières années, puisqu'on est passé de 40 millions à peu près dans les années 2008, 2009, 2010 de livraison à plus d'1 milliard à partir de 2015. Donc c'est vraiment une explosion. C'est-à-dire que dès l'arrivée au pouvoir d'une certaine façon du maréchal El-Sisi, la France s'est engouffrée d'une certaine façon dans la brèche pour se rapprocher de ce régime-là et lui céder, lui vendre un certain nombre d'armements et bénéficiant cela des critiques. Il y avait des critiques d'Obama vis-à-vis du régime égyptien et la France en a réellement profité de ces critiques pour... se rapprocher de ce régime, a vu une porte s'entrouvrir et s'est dit, finalement, je vais pouvoir vendre les Rafales que j'essayais depuis plus de 20 ans de vendre, de commercialiser. Et ça donnait effectivement accès ça a permis effectivement de vendre aussi beaucoup d'autres matériels. Sachant qu'Al-Sisi, il achète des Rafales, mais c'est pas ce qui l'intéresse en fait. S'il veut des bons avions de chasse, il peut passer par les Américains, il peut passer par les Suédois. C'est pas ça qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est le soutien politique de la France. Il recherchait évidemment de s'échapper de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de diversifier ses soutiens extérieurs, que ce soit la Russie, les États-Unis, la France, les pays du Golfe. Comme ça lui permet de renforcer son assise sur le pays, son emprise sur la population. Donc, évidemment, quand la France lui vend des armes, d'une certaine façon, lui vend un soutien politique. Et c'est ça qui est évidemment problématique. Et d'autre part, en achetant le Rafale, Al-Sisi achète aussi un ticket d'entrée vers des technologies qui l'intéressent plus et qui sont orientées vers le contrôle de la population. C'est ce qu'on tente de documenter dans le rapport, alors qui repose en partie sur les recherches, les enquêtes d'Olivier. Mais aussi, il y a d'autres technologies de type militaire qui sont utilisées et orientées au niveau du contrôle de la population et des manifestants. Il faut savoir, d'un point de vue un petit peu historique, que le matériel militaire tend de plus en plus à s'orienter vers le contrôle de la population. Il y a même un salon ad hoc qui existe, qui s'appelle Millipol, et qui est orienté vers les technologies de sécurité intérieure, dans lesquelles, effectivement, Nexa présente ses produits. Mais on a aussi un certain nombre de blindés. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les chars Leclerc. On utilise des blindés légers parce qu'ils sont adaptés au nouveau cadre de la guerre, qui est généralement urbain, orienté contre des groupes armés, mais aussi contre des manifestants, à tel point qu'en 2012, lors de la présentation du salon d'armement Eurosatori, il y avait une conférence de presse et les industriels de l'armement disaient qu'en fait, il y avait une demande très très forte qui venait des pays du Moyen-Orient du fait des printemps arabes et qu'il fallait rééquiper les polices en matériel militaire. Ce qui montre très très bien que cette distinction entre civil et militaire, elle est factuelle. Au Moyen-Orient, effectivement, il y a l'emprise des services de renseignement sur la société. Cette distinction
ne veut pas dire grand-chose, et que la France, quand elle produit un certain type d'armement dédié à la sécurité intérieure, c'est pas pour faire joli et décorer, c'est généralement parce qu'il y a une attente au niveau d'une certaine façon du contrôle de la population, pour être pudique, et la France édite, les industriels français de l'armement éditent même en cela une brochure intitulée de façon pudique « Gestion démocratique des foules », chacun appréciera, dans lequel effectivement tous les exposants, un certain nombre d'exposants militaires présentent leurs derniers produits. Alors il y a différents types, d'une certaine façon, d'armement destinés au contrôle de la population, au maintien de l'ordre. C'est ce qu'on a essayé de documenter. On a à la fois de l'armement, d'une certaine façon, ou des technologies telles que présentées par Olivier, qui visent à empêcher l'émergence d'un mouvement social comme les rassemblements à la place Tahrir, de faire en sorte que dès qu'il y a un ensemble d'individus qui tentent de communiquer entre eux ou se regroupent en réunion, qu'il puisse y avoir des alertes des services de renseignement à un moment donné, c'est-à-dire espionner les communications individuelles. Mais aussi, on a vendu un système de fichage biométrique des Égyptiens. Ça a commencé en 2012 par une base de données Morpho, qui vient d'une société qui s'appelle Safran, qui a été rachetée après par Auberture, qui en fait est une base de données qui centralise les documents personnels que tous les Égyptiens possèdent. Et après, quelques années plus tard, on leur a vendu des systèmes d'établissement de cartes d'identité de type biométrique. Et tout ça permet effectivement de centraliser les données, mais aussi de faire en sorte qu'à chaque fois que les citoyens égyptiens bornent, à un moment donné dans les administrations, ce soit en fait d'une certaine façon que le pouvoir central soit au courant. Et il y a des ingénieurs derrière ces systèmes-là qui conçoivent des scénarios, qui conçoivent des algorithmes qui déclenchent des alertes aux opérateurs de renseignement. Donc derrière ces systèmes qui paraissent innocents et a priori louables de centralisation des données personnelles des Égyptiens pour éviter effectivement des fraudes, des doublements d'identité, on a un renforcement du pouvoir central sur la vie quotidienne des Égyptiens et beaucoup plus d'informations qui parviennent aux administrations en temps réel, d'une certaine façon. Et cette numérisation du pouvoir, cette numérisation d'une certaine façon des technologies de militaires ou de contrôle de la population, c'est vraiment une stratégie voulue par Al-Sisi qui a développé... Le ministère de l'Intérieur égyptien a développé un système de géolocalisation embarqué dans les véhicules, a aussi instauré un système des cartes de rationnement électronique également. Donc, qui dit carte de rationnement électronique dit aussi serveur, dans lesquels, effectivement, donc traçage effectivement des habitudes des Égyptiens. Et là où ça touche plus spécifiquement la France, c'est que la France a aussi vendu un satellite Airbus Thales. Alors un satellite Airbus Thales, évidemment, ça peut servir à plein de choses. Le guidage de l'arme aérienne, ça peut servir également à la planification urbaine, notamment au Caire. Mais ça peut également servir à détecter des mouvements de foule dans des villes telles que le Caire, avec là encore des algorithmes, des scénarios qui sont programmés et qui se déclenchent dès lors qu'on détecte un mouvement de foule dans un certain nombre de villes égyptiennes. Donc on a à la fois des technologies qui visent à empêcher effectivement la survenue d'un mouvement social, mais il y en a d'autres qui effectivement permettent de contrôler les foules. C'est dès lors qu'il y a un attroupement dans une ville, on réagit le plus rapidement possible. Et on réagit d'autant plus rapidement qu'on dispose des outils pour cela. On dispose d'un satellite qui envoie des informations au centre de commandement militaire, c'est-à-dire des données numériques, photos, images, sons, qui peuvent parvenir effectivement aux véhicules, qui disposent également d'une interface numérique, les blindés Sherpa notamment, de sorte que l'information arrive très vite à la chaîne de commandement.
Et on a vendu également des drones Safran qui, là encore, sont raccordés aux satellites. On a une interconnexion numérique. Et ça permet effectivement, toutes ces technologies militaires, quand elles sont d'une certaine façon avantagées, propulsées par la numérisation, donnent d'autant plus de pouvoir à un régime de type autoritaire qui a tendance effectivement à centraliser tout le pouvoir. Donc on voit bien en fait les conséquences de type de ces exportations d'armes. Alors aujourd'hui, on a eu un rendez-vous à l'Élysée avec des représentants à l'Élysée avec effectivement des conseillers d'Emmanuel Macron qui nous ont assuré que aujourd'hui, il n'y avait pas de contrat qui était en cours de négociation. C'est pas exactement les informations qui nous sont parvenues. Alors d'une part parce que la France a gagné des contrats économiques récemment en Égypte. C'est pour nous pas sans lien avec les armes que l'Égypte a acheté ces dernières années, les tombereaux d'armement. La France a gagné un contrat lié à des centrales solaires dans le golfe de Suez. La France a gagné dans la zone d'influence de l'Égypte un contrat lié à Général hydraulique, lié au barrage de la Renaissance en Éthiopie. Et la France souhaite maintenant exporter des drones, selon des sources venant d'industriels de l'armement qui nous ont contactés, souhaite exporter des drones pour sécuriser ces centrales solaires EDF, c'est-à-dire de nouveaux types de drones. Et évidemment, ça pose évidemment question derrière cette volonté de sécuriser ces centrales. Est-ce que ce n'est pas des drones qui peuvent, là encore, être utilisés pour surveiller la population civile? Donc c'est là où votre mobilisation est importante. C'est-à-dire qu'on a un constat qui est effectivement grave. Mais de l'autre, il ne faut pas désespérer parce qu'on mène campagne et surtout les choses commencent à bouger. On a eu, vous avez suivi l'actualité sur le Yémen et les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite avec une campagne des ONG, mais aussi militante qui s'est prolongée des mois durant et qui a abouti à ce qui est d'une certaine façon en tout cas un député qui se mobilise pour l'établissement d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête n'a pas eu lieu, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait le lancement d'une mission d'information de la part député Michel Tabarot et Jacques Maire qui vise au renforcement du contrôle des exportations d'armes. Alors on ne sait pas si cette mission va aboutir, c'est trop tôt pour le dire. Et d'ailleurs ils nous ont dit on a 1 an pour réaliser notre mission, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que la mobilisation peut se tarir sur ce temps-là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une occasion pour nous, ONG, mais aussi pour les citoyens, de pouvoir peser et de dire là, ça suffit, stop, no more. Il faut vraiment aboutir à un système de contrôle des ventes d'armes dans le but d'éviter que ce type de transfert se reproduise parce qu'on est dans un système français qui est un peu unique en Europe. Dans un certain nombre de pays européens, les parlements sont vraiment associés aux demandes d'exportation d'armes, à l'examen de ces demandes. Ils ont accès aux données secret défense et du coup, il y a un réel débat dans l'enceinte parlementaire sur ces enjeux-là. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais en France, il y a cette tradition de concentration du pouvoir autour de la figure du président de la République, et à tel point que en fait, l'exécutif est à la fois en charge de la promotion et de la vente des armements, mais aussi de leur contrôle qui s'effectue à travers la SIEM, qui est une commission interministérielle, mais qui est dans le giron du Premier ministre. Et dès lors, en fait, les parlementaires, quand ils posent des questions sur les ventes d'armes, on leur renvoie toujours le secret défense et on ne peut pas avancer comme dans d'autres pays européens. Et le but, là, c'est vraiment de faire en sorte que les parlementaires jouent le rôle de tiers entre l'exécutif et la société civile et puissent
poser des questions également gênantes au gouvernement, réaliser un travail régulier sur la question, à travers notamment une commission permanente qui pourrait être établie, et puisse à un moment donné jouer ce rôle d'alerte et dire ah là, attention, il y a quelques transferts là qui sont un petit peu embêtants et litigieux vis-à-vis du droit international, ça serait peut-être temps d'y mettre un terme. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la mobilisation citoyenne, hein, de ce pourquoi on est là, c'est-à-dire que pour que cette mission débouche sur quelque chose, il faut qu'on puisse interpeller nos députés locaux également. Le travail des ONG est très efficace, mais ne suffit pas. Il faut aussi que le citoyen s'empare de cette question-là. Enfin, à l'IREMO, je parle devant des convaincus, j'imagine. Mais il faut le faire effectivement dans chaque région. Et c'est pour ça qu'on multiplie ces débats un petit peu partout en France pour inverser la table et faire en sorte que, contrairement à ce qui se passait par le passé, parce qu'il y a eu d'autres missions d'information visant au contrôle des armements par le passé, mais qui n'ont pas débouché, mais cette fois-ci qu'on puisse vraiment aboutir à un progrès dans le domaine. Et le chemin sera long, mais on reste optimiste. Merci infiniment, Tony Fortin. Nous terminons notre tableau avant de vous donner la parole, parce que je suppose que les questions sont nombreuses. Je donne la parole à Antoine Madelin, directeur du plaidoyer à la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Bonsoir, je ne vais pas rajouter beaucoup de ce qui a été dit à l'instant. Peut-être quelques conclusions aussi pour mettre en perspective les échanges qu'on a entendus aujourd'hui. On assiste depuis 2013 à la mise en place d'une dictature extrêmement sophistiquée et extrêmement bien équipée en Égypte. Et on remarque et on constate en effet que cet équipement est un équipement largement français, que le matériel qui a été mis à disposition est du matériel que nous avons produit ici dans nos démocraties. Donc comment cela peut nous interpeller, comment nous pouvons réagir, quels sont les enjeux quels sont finalement les enjeux si on devait les résumer. Le premier enjeu, et j'en ai 4. Le premier enjeu est un enjeu fondamental au respect du droit international. C'est toute la schizophrénie peut-être du droit international. Pour ceux qui connaissent et étudient les droits de l'homme, le droit international, ce sont des États qui adoptent des obligations internationales et des bâtons pour se taper sur la tête quand ils font des problèmes. Donc du coup, toute la question du droit international et des droits de l'homme aujourd'hui est dans cet exemple-là au cœur de ce que l'on peut constater. C'est-à-dire que nous constatons et nous voyons qu'un certain nombre d'obligations internationales qui sont magnifiques sur le papier sont très loin des réalités que nous voyons sur le terrain. Et donc en pratique, la France est partie à des obligations relatives aux ventes des armes, à adhérer à un traité international sur les ventes d'armes dans lequel elle s'engage à ne pas vendre des armes si ces armes peuvent participer à la commission de violations graves et de crimes contre l'humanité. S'il y a même un risque que ces armes soient utilisées dans un contexte qui pourrait commettre au conditionnel. Et donc, s'agissant de l'Égypte, quand l'on voit en 2013, l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi et l'émergence de la répression en conséquence, la poursuite des ventes d'armes françaises, on voit en pratique que le système, en tout cas français, d'adhésion à cette convention internationale est loin d'être parfait, voire même est totalement ignoré. Et je dis ça dans une situation où les violations des droits de l'homme en Égypte sont connues des autorités françaises. Elles sont connues de nous tous, elles sont connues d'entre eux. On constate et recense aujourd'hui jusqu'à 60 000 personnes dans les prisons égyptiennes pour des raisons d'opinion politique. C'est énorme.
pour des situations aussi ridicules, pour la moindre expression publique. Pour donner un exemple, une blogueuse, une jeune fille, Amal Fati, est condamnée en décembre dernier à 2 ans de prison pour avoir posté sur Internet une vidéo dans laquelle elle dénonce les violences sexuelles et le machisme en Égypte. Vous imaginez le MeToo, vous imaginez le nombre de personnes qui se sont mobilisées dans le monde entier pour dénoncer les violences sexuelles. Voilà, en Égypte, 2 ans de prison pour ça. Donc une situation de dictature totalement fermée. Amal Fati condamné pour avoir nui à l'image de l'Égypte, donc dans des terminologies totalement vague, de nuire à l'image de l'Égypte, tout ça parce que l'on condamne le harcèlement sexuel. Et donc les Français le savent très bien. Et dans un tel environnement, s'engage dans une négociation, une discussion diplomatique avec les autorités égyptiennes. Et toute la discussion que l'on a depuis 2013 avec eux, c'est pour voir de quelle manière ils vont pouvoir dire et sur quelle tonalité publiquement ou derrière les portes fermées que ce n'est pas si bien de faire ça comme ça. Et c'est très compliqué de dire ça. Les derniers développements que l'on avait fait étaient de soumettre au président Emmanuel Macron une liste de prisonniers politiques, d'activistes, pour lesquels on avait demandé au président Macron de soumettre cette liste au président Al-Sisi en demander sa libération dans le cadre de la coopération stratégique que vous avez avec ce régime. Il présente cette liste au maréchal Al-Sisi, lequel maréchal Al-Sisi reprend la liste et dit ce n'est pas un militant LGBTI, c'est un terroriste. Ce n'est pas une militante féministe, c'est une terroriste. Elle nuit à l'image de l'État, etc. Donc, reprenant la liste de l'ensemble des individus en disant ce sont chacun et chacune des terroristes ou des personnes qui menacent la sécurité de l'État. Et Emmanuel Macron se trouve piégé, ne sachant pas quoi répondre, et intervient dans une conférence de presse en disant « La France soutient l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Et nous n'avons pas de leçons à donner à l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. C'est un partenaire régional indispensable pour lutter contre le terrorisme, pour renforcer la stabilité régionale, laquelle peut être Israël, Palestine, le rôle de l'Égypte fondamental, la Libye, le rôle de l'Égypte également fondamental. Donc du coup, une perception totalement archaïque du rôle de l'Égypte dans la diplomatie internationale et dans une région malheureusement très appauvrie en matière de droits humains, pour lequel l'Égypte, en tout cas aujourd'hui, ne participe pas à la tirer vers le haut. Et donc, la France, dans cet environnement-là, est totalement prise dans un enjeu de lutte contre le terrorisme, soutient la lutte contre le terrorisme et ne sait pas aborder l'enjeu autrement. Donc c'est une problématique politique et juridique, une schizophrénie de ce point de vue-là. C'est également, et plus largement et au-delà de la France, deuxièmement, un enjeu européen. Un enjeu européen, et pourquoi je dis l'Europe? Parce que les États membres de l'Union européenne, et puis pas que, mais notamment les États membres de l'Union européenne, ont développé pendant 50 ans un système international de valeurs communes portées sur les droits humains, en engageant aussi une politique étrangère commune portée également sur les droits humains. Et essaye de développer au niveau européen des règles du jeu parmi les États membres de l'Union européenne pour aussi s'engager vers des pays tiers pour également soit renforcer l'universalité des droits humains de par leur intervention dans les pays tiers, soit aussi avoir une voie commune unifiée et finalement, face à un environnement concurrentiel dans les ventes d'armes, se retrouver autour d'un certain nombre de valeurs. Et ici, c'est un échec complet également, puisque chacun cherche midi à sa porte. Les Français développent l'industrie française et les autres développent les industries nationales, chacun leur propre pays. Nonobstant l'adoption de réglementations européennes sur les biens à double usage, sur les biens, même les armes généralement, sur l'Égypte généralement aussi, il est impossible de développer une position commune qui sera plus forte
pour l'Égypte, pour pouvoir peser de manière beaucoup plus significative dans les relations commerciales avec l'Égypte sur les questions des droits humains. Je pourrais citer à cet exemple d'ailleurs cette semaine, à l'issue ou à l'occasion de la réunion à Aix-la-Chapelle entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, Aix-la-Chapelle qui vaut l'occasion pour les deux États de signer un traité de renforcement de coopération militaire entre la France et l'Allemagne, l'Alliance dans les interventions sur des pays tiers, dans la coopération militaire aussi à cet égard. Et Angela Merkel, à cette occasion, dit « Nous n'avons pas pu aller plus loin parce que les Français sont très résistants en matière de protection de leur propre industrie militaire et refusent finalement que l'on puisse tomber d'accord sur la manière avec laquelle nous allons regarder les exportations que nous faisons avec des pays tiers, regarder la manière avec laquelle nous allons limiter les exportations vers des pays tiers. Et en effet, quand on regarde en pratique, c'est aussi un des éléments qui avait été documenté dans le rapport qu'on a publié ces derniers mois, l'Allemagne, quand des insurrections arrivent en 2013, décide de suspendre les ventes de matériel de surveillance, les ventes de cartouches à l'égard de l'Égypte. Et la France dit « OK, on y va ». Et donc du coup profite en effet du marché allemand dans ce contexte-là. Voilà. Donc l'enjeu véritablement européen pour construire aussi une mobilisation commune plus forte face au développement de la dictature. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de régulation des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en 2019 et cela fait maintenant 20 ans que les associations de défense des droits de l'homme et également des gouvernements travaillent à la régulation du comportement des entreprises et à s'assurer que les entreprises aujourd'hui intègrent les droits humains dans leur comportement, regardent les droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement, dans l'impact de leurs interventions dans les pays tiers. Il est utile de vous faire la démonstration qui vient d'être faite sur l'Égypte. Les entreprises françaises ici vendent du matériel pour surveiller, bombarder. Donc, bon, comment peut-on dire que vraiment elles pourraient être respectueuses des droits humains? Mais ce qui est plus surprenant dans un tel environnement, c'est que la France, qui est aujourd'hui le seul pays au monde à avoir adopté une législation générale contre les entreprises, enfin sur les entreprises, pour réguler la manière avec laquelle elles s'engagent en matière de droits humains, faisant une obligation pour les entreprises de vérifier toute leur chaîne d'approvisionnement et s'assurer qu'elles respectent les droits humains, s'assurer également qu'elles ne nuisent pas à l'environnement, etc. Donc cet ensemble de normes est en train d'être mis en place en France. Et c'est ce même gouvernement qui, dans le contexte des licences d'exportation, puisque l'armement et les biens à double usage sont des matériaux particuliers qui ne sont pas juste exportés comme ça facilement, il faut que le gouvernement donne son tampon pour que l'on puisse exporter une arme ou que l'on puisse exporter un matériel de surveillance. Ici, le gouvernement français dit « oui, c'est bon, oui, c'est bon ». Et donc finalement, le gouvernement français dit aux entreprises françaises « vous pouvez continuer à vendre, on vous autorise pour le faire ». Et donc en le faisant aussi, il se met aussi à nouveau complètement en contradiction avec ses engagements par ailleurs sur la réglementation des entreprises. Et du coup, on s'interroge forcément sur la valeur et la validité de ce même engagement. Le quatrième et dernier enjeu, et pardon si toutes nos interventions ont été très longues, mais le quatrième et dernier enjeu, c'est celui qu'a évoqué Tony un peu plus tôt, c'est un enjeu démocratique pour la France, c'est celui de savoir de quelle manière aujourd'hui nous pouvons contrôler notre politique étrangère, de quelle manière nous pouvons aujourd'hui contrôler notre politique économique internationale, de quelle manière aujourd'hui démocratiquement nous pouvons ou pas intervenir sur ce qui se passe dans les contrats, dans les accords commerciaux entre l'Union européenne, entre la France et l'Égypte,
ou n'importe quel autre pays. Et donc, il y a en effet, et c'est je pense une réussite, depuis toute la mobilisation que nous avons pu lancer autour de la situation en Égypte, mais également à l'occasion malheureusement de la guerre au Yémen et des ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour contribuer et participer à enfoncer cette guerre au Yémen, nous avons obtenu que le Parlement français s'interroge et réalise qu'il est en bas de l'échelle démocratique parmi les États européens dans le contrôle des ventes d'armes, puisque devant le Parlement français, un rapport est présenté une fois par an, il est adopté à l'unanimité, parfois il y a une question ou deux, et finalement on ne dit rien et on ne rentre pas dans le détail de ce qui se passe dans les ventes d'armes, là où en Allemagne, là où aux Pays-Bas, là où en Suède, des parlementaires font adopter des résolutions, là où des gouvernements suspendent les ventes d'armes du fait du débat parlementaire, etc. etc., etc. Donc, sans rentrer dans ces développements-là, il y a aujourd'hui un moment en France où pour la première fois, en effet, deux parlementaires ont décidé de lancer une mission d'information et regardent la manière avec laquelle le Parlement français aujourd'hui n'intervient pas sur les ventes d'armes et comment il pourrait le faire davantage, a priori, comment il pourrait le faire et utiliser de son poids démocratique aussi pour intervenir dans la politique étrangère française, comme cela se fait aux États-Unis d'Amérique, comme cela se fait dans d'autres démocraties européennes. Voilà. Et donc que du coup on puisse avoir une politique étrangère contrôlée par le législatif et non simplement aux mains de l'exécutif. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ah pardon, je n'ai pas parlé de mes petites cartes. Ah ben vas-y. Voilà, alors on aura l'occasion d'en reparler, mais ce travail-là, donc on vous a parlé en introduction d'une campagne qui a été menée à l'occasion du rapport que nous avons pu publier ensemble. Et qui est très facile à trouver. Et qui est très facile à trouver sur le site internet de la FIDH. On a mis un résumé aussi et qui est disponible. On s'est aussi permis d'interpeller les parlementaires, puisqu'aujourd'hui nous sommes en démocratie. Chacune et chacun d'entre vous peut aussi participer à ce jeu démocratique et saisir son propre ou sa propre député en lui envoyant une carte qui l'appelle à ouvrir, en tout cas. Enfin voilà, je ne rentrerai pas sur cette carte, mais c'est une carte que vous pouvez adresser à vos députés pour leur demander de se saisir de cette situation et d'intervenir, de renforcer le contrôle parlementaire. Je ne rentrerai pas dans le détail dessus, mais vous avez toutes ces informations ici. Donc ces cartes sont disponibles et à votre disposition. Elles sont même déjà timbrées. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. On a autant de boulot que les Égyptiens chez eux en France. J'ai ça un peu l'impression en définitive. Donc, je pense que maintenant la parole est à vous. On a le temps de prendre quelques questions qui seront très courtes, s'il vous plaît, de sorte à pouvoir donner la parole à plus de monde possible. Je vous en prie. Merci de vos interventions à chacun, c'était passionnant. J'avais une question sur les conditions de financement de ces contrats d'exportation d'armement vers l'Égypte. Avez-vous des informations à ce sujet-là? On sait qu'en ce qui concernait les deux bateaux militaires russes, Sarko les avait refilés à l'Égypte avec un paiement par l'Arabie Saoudite. Est-ce que les financements sont à peu près équivalents pour la majorité des contrats? Ou est-ce que, bien au contraire, l'État français serait impliqué encore plus si les conditions de financement étaient équivalentes à celles d'un crédit acheteur, donc à celles d'un prêt gouvernemental français à faible taux et à très long terme en faveur de l'Égypte? Sachant que l'Égypte n'étant pas un pays riche, bien entendu, comment font-ils pour, ayant des problèmes agricoles, économiques, démographiques, etc., comment font-ils pour s'offrir tous ces joujoux? Merci. L'Égypte est très dépendant des pays du Golfe. Il faut savoir effectivement, comme vous l'avez dit, que c'est l'Arabie Saoudite qui a payé l'achat des deux Mistral, de même que c'est les Émirats qui ont payé l'avion présidentiel d'assaut d'Al-Sisi, et d'autre part l'Arabie Saoudite aussi
je crois, à vérifier, hein, et a aussi financé l'achat d'un navire allemand récemment. C'est un contrat qui vient d'être signé récemment. En échange, évidemment, l'Égypte est obligée de suivre l'agenda saoudien dans la région et d'être engagée dans la guerre au Yémen, certes beaucoup plus modestement que les Émirats et l'Arabie saoudite, mais n'en reste pas moins effectivement sur ce théâtre d'opération. Donc oui, il y a cette double, effectivement, il y a cette double dépendance. L'Égypte est à la fois sujet, en tout cas dépendante de la France, mais également des partenaires du Golfe avec lesquels elle est effectivement proche. Et un moyen d'agir en Égypte est de passer par les pays du Golfe. Et ça, la France l'a bien compris en délocalisant d'une certaine façon, comme l'expliquait, il pourra revenir là-dessus, mais à Mésis, effectivement, à Abu Dhabi, qui est le centre commercial aussi de l'armement de toute la région, qui irrigue à la fois tous les pays du Moyen-Orient, parce que si vous présentez du matériel militaire à Abu Dhabi, vous le mettez à disposition des Émirats, vous le transférez, et ben les autres pays du Golfe vont en prendre connaissance et souvent les acheter. Et c'est vrai qu'à Abu Dhabi, il y a à la fois les Français, les Américains, les Britanniques, mais il y a aussi les Chinois, les Russes, et également des pays, des représentants des pays d'Afrique, avec deux marchés qui se superposent, marché de l'occasion et marché du high-tech. Marché de l'armement high-tech, c'est les pays du Golfe, et marché d'occasion, c'est vers les pays d'Afrique ou l'Inde, la Chine, etc., etc. Donc on voit bien comment la plateforme du Golfe est essentielle à la fois par rapport effectivement au marché de l'armement lui-même, mais aussi sur le plan politique, avec toutes les dépendances que ça peut provoquer en chaîne aujourd'hui par rapport à la gestion politique de cette zone et aux conséquences sur les populations, puisqu'on l'a bien vu avec la guerre au Yémen, où il y a un verrouillage politique. Hein. Nos ventes d'armes sont à 60% vers les pays du Moyen-Orient. Donc ça veut dire que notre base industrielle de défense repose beaucoup sur les desiderata de nos pays acheteurs, que ce soit l'Égypte, mais surtout, évidemment, du coup, si c'est payé par l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Arabie saoudite. Donc aujourd'hui, on en voit la passe avec la guerre au Yémen, qui est la plus grande crise humanitaire au monde, mais aussi évidemment l'Égypte, dont beaucoup d'observateurs disent qu'elle pourrait être en voie d'éclatement en raison des problèmes sociaux qui se multiplient. Moi, je vais peut-être juste ajouter un petit point. Effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les deux contrats sur des systèmes de surveillance français ont été réglés par les Émirats arabes unis pour une facture totale à peu près de 25 millions d'euros. Il y a effectivement ce mécanisme qu'on retrouve sur tout type de contrat, que ce soit sur des matériels de surveillance ou sur des armements plus conventionnels. L'avantage aussi pour un certain nombre de ces sociétés, je pense notamment à des sociétés qui vendent ces technologies de surveillance qui n'ont pas de problème de logistique, c'est-à-dire qu'effectivement si vous êtes un Thales ou peut-être plus un Dassault, c'est peut-être un peu plus compliqué de vous établir aux Émirats parce que vous allez quand même avoir besoin de stocker marchandises quelque part, etc. C'est beaucoup moins le cas pour des solutions logicielles, on va dire, qui sont bien souvent immatérielles ou qui prennent moins de place. C'est qu'une fois que vous êtes établi aux Émirats arabes unis, vous êtes régi par les règles et les lois émiraties. Et l'un des éléments d'explication sur le fait, par exemple, que Nexa n'ait pas eu besoin de l'aval des autorités françaises, parce que c'était ça le message au fond, pour exporter son système de surveillance, ça, c'était compliqué à vérifier, mais c'est quand même l'une des pistes qui émerge, et l'une des pistes les plus solides, c'est le fait que les autorités françaises ont dit à Nexa, vous avez des bureaux aux Émirats arabes unis, vous vendez de là-bas, pourquoi vous avez besoin de l'avis des autorités françaises ? Donc il y a une migration assez importante de toutes ces sociétés-là vers les Émirats, qui sont des espèces d'avant-postes pour démarcher commercialement tout un tas de pays, et qui permettent d'échapper à un contrôle démocratique, qu'il soit parlementaire ou autre, qui est déjà défaillant, sinon inexistant. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Et d'ailleurs, il y a des filiales des sociétés françaises. Des grandes sociétés d'armement françaises sont à Abu Dhabi. Filiale Dassault a une filiale là-bas.
Airbus, franco-allemand, mais voilà. Les constructions mécaniques de Normandie et Safran. Et puis j'en oublie un, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ils sont 5. Les entreprises, il y a 5 filiales françaises d'armement installées à Abu Dhabi et 2 à Riyad. Je crois que c'est Thales et Airbus qui sont à Riyad. Donc ça veut dire qu'on a une base industrielle avancée dans les pays du Golfe, qui nous permet d'exporter plus facilement vers les pays issus de cette zone stratégique et qui parfois font des socles communs d'achat. Par exemple, la personne n'interroge le fait que le Koweït est notre premier client en 2017. Le Koweït achète énormément d'armements et l'une des hypothèses avancées par des industriels qu'on a contactés, c'est que c'est un nouveau sas d'achat d'armement pour les pays du Golfe qui mutualisent leurs différents achats pour préparer des opérations militaires. Et généralement, s'ils préparent des opérations militaires ou des positionnements dans la région, il faut le faire de façon plus ou moins discrètement. On a eu l'exemple du contrat DONAS qu'on a documenté dans un article sur Orient 21, qui était à destination initiale du Liban et qui était de l'armement payé par l'Arabie Saoudite et signé en 2014, et on s'est aperçu, des industriels qui travaillaient sur ce contrat-là se sont aperçus quelques mois plus tard, ils devaient adapter le matériel aux conditions géographiques du Yémen. Ce qui montrait bien, en fait, induit un trouble, c'est-à-dire que peut-être que ce matériel était configuré initialement par rapport au Yémen, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ce contrat a servi à préparer cette guerre-là. Je vous propose de laisser un peu le micro circuler. Est-ce que vous avez des questions? Ah ben... Ah. Oui, voilà, merci. D'abord, par rapport à la rencontre entre Macron et Angela Merkel, et cette remarque de Merkel à propos de la position française, est-ce qu'il y a une trace? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose à faire circuler de notre part, si je puis dire, à faire connaître? C'est la première question. Et puis la deuxième, en ce qui concerne cette mission parlementaire, ça peut servir à favoriser de la transparence, la création d'une telle initiative. Mais quand j'entends parler de Michel Tabarot, je me demande si ça ne sert pas à bloquer tout processus de transparence. Une seconde. Oui, il y a une question là-bas. Moi, c'est une question très courte, quoi. Je voulais savoir par rapport à la stratégie des plaidoyer, comment ça s'appelle ? Plaidoyer. Voilà, pardon. Et si vous êtes en train de lier, mettre en place la relation entre la radicalisation qui passe la jeunesse en prison et comme un discours et en gouvernement français. Parce qu'en fait, c'est ça un peu. Il y a beaucoup des analyses des sociologues, anthropologues qui ont travaillé là-dessous beaucoup. Et je voulais juste savoir si vous l'utilisez comme un argument pour justement essayer de faire comprendre le gouvernement. Merci. Une autre question? Ce n'est pas exactement une question, mais bon. Je me demande, dans le contexte actuel, en France et en Europe, vous parlez de démocratie. Donc, je me demandais comment on est très peu nombreux, hein, ça vous êtes rendu compte. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un peu plus efficace, disons. Et je me disais, il y a 2 types d'ONG en France et en Europe. Il y a ceux qui s'occupent des politiques extérieures en interne, mais il y a aussi les multiples ONG qui font de l'aide au développement, qui est aux opposés de ce que vous prenez. Je veux dire, finalement, ils sont des relais des politiques justement d'influence, entre autres. Et je me demandais si on ne pouvait pas faire un travail avec ces ONG-là,
Ça veut dire leur montrer quand même l'absurdité du clivage qu'il y a entre ce qu'on fait dans la réalité et ce qu'on dit faire. Vous voyez? C'est très pessimiste ce que je dis, mais... Je vous en prie. Alors, pour répondre à différentes questions, d'abord, l'intervention d'Angela Merkel était publique. Donc, c'est sorti dans la presse. Et donc, je n'ai pas le verbatim exact de ce qu'elle a dit. Mais derrière, c'est ce qui était sous-entendu. En tout cas, elle disait, voilà, elle regrettait que la France, en termes de coopération s'agissant de nos industries respectives à l'exportation, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est après, en regardant en effet le détail de la manière avec laquelle Emmanuel Macron a repris Angela Merkel quand Angela Merkel a dit qu'elle suspendait les ventes d'armes en Arabie Saoudite et que lui a dit ah ben moi je trouve ça n'a rien à voir de suspendre les ventes d'armes en Arabie Saoudite avec ce qui s'est passé avec Khashoggi, etc., etc. Donc on a un passif dans leur relation qui alimente cette déclaration-là, mais voilà. En effet, c'est quelque chose à utiliser pour renforcer les relations avec la France, avec l'Allemagne, pardon, est quelque chose qu'il faut utiliser pour tirer vers le haut la France face à ses partenaires. La question que vous aviez posée sur la mission d'information parlementaire, aujourd'hui, nous pensons en effet que cette mission peut être juste une manière d'étouffer les voix, les cris que les ONG ont pu mener dans les médias publics et pour s'assurer qu'on prend en main la situation et on va répondre à quelque chose d'intéressant. Et en effet, parmi les parlementaires impliqués, nombreux parmi eux n'ont pas démontré jusqu'à présent un fort engagement à s'assurer qu'il y ait un fort contrôle démocratique sur les ventes d'armes, déjà. Et deuxièmement, ne se sont pas véritablement fait entendre quand on apportait des informations sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis ou de matériel à surveillance aux Égyptiens pour dénoncer ce qui se passe. Donc en effet, politiquement parlant, l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est pas nécessairement du côté des droits humains. Pour autant, c'est un débat qui est devenu démocratique. Depuis 6 mois, on parle de la guerre au Yémen dans les médias français. Aujourd'hui, on parle de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte. Et systématiquement, on parlera pour l'Arabie Saoudite et pour l'Égypte des ventes d'armes françaises. Donc petit à petit, ce débat se développe dans notre société. Et c'est là, en effet, que, en tant qu'association, en tant que citoyens, les uns et les autres peuvent voilà, prendre leur stylo, réagir et faire que cette mobilisation, en effet, porte ses fruits et que ces parlementaires, finalement, se retournent vers leur propre circonscription pour dire voilà, bah oui, j'ai entendu la lettre que vous m'avez entendue, j'ai reçu cette lettre et je vais faire quelque chose. Voilà. C'est aussi une manière aussi de mobiliser autrement. Brièvement aussi sur la question de la radicalisation dans les prisons en France et puis alors le lien que l'on pourrait en faire avec le débat en Égypte, vous voulez dire, pardon, en Égypte? Oui, dans les deux. Le lien que l'on peut en faire, à mon avis, avec le débat que l'on a ici aujourd'hui, d'un point de vue, en tout cas, d'organisation de défense des droits de l'homme, c'est avant tout de mettre ses paroles et ses actes en face, de s'assurer que quand on a une politique de droits de l'homme, ou de droits humains, pardon, ou de droits de l'homme en fonction des écoles, on l'a jusqu'au bout. On s'assure que ce que l'on dit quand on prône le respect de la liberté d'expression, on s'assure que jusqu'au bout de ce que l'on fait, on ne contribue pas à. Et on est même extrêmement vigilant à s'assurer qu'on ne le serait pas autrement. Et je pense que c'est en tenant ces valeurs et ces principes au cœur de nos actions
que l'on peut aussi s'assurer que des populations qui se font attirer par d'autres valeurs et principes que celles des principes démocratiques, on peut en effet les ramener vers nous, entre guillemets, si je peux le présenter comme ça. Vous avez également posé la question de l'efficacité de l'action des organisations de défense des droits humains par rapport aux actions de développement, des ONG de développement. Je pense qu'aujourd'hui, ce dialogue se passe de plus en plus. Déjà aussi pour comprendre comment les problématiques de développement rapprochent les problématiques de droits humains. Que la question des droits économiques et sociaux, de la réalisation des droits économiques et sociaux, est au cœur de la question des politiques de développement. Et depuis plusieurs années, de nombreuses associations, alors pas la majorité d'entre elles, mais en tout cas aujourd'hui, travaillent à introduire des indicateurs de droits humains, de droits économiques et sociaux dans les politiques de développement qu'elles mettent sur le terrain. Et donc aujourd'hui, la question aussi de cette alliance se fait par ce prisme-là aussi, où l'on va travailler à la réalisation des droits économiques et sociaux dans les populations, que ce soit en Égypte ou ailleurs, dans d'autres pays. Voilà. Si je peux dire un mot rapidement sur la question de l'argument par rapport à la radicalisation, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, nous, en tout cas, je saisis l'argument de principe qu'a expliqué Antoine, mais il est clair que oui, enfin, la radicalisation dans les prisons égyptiennes est très largement facilitée par le fait qu'il s'y trouve un nombre énorme de personnes, un nombre très important de personnes qui n'ont pas commis de crimes qu'on ait pu prouver à un standard qui est reconnu par les engagements internationaux, enfin, aux standards internationaux auxquels l'Égypte devrait souscrire au regard des traités qu'elle a signés, par exemple, dans ce domaine. Et au fait qu'on retrouve emprisonnées des personnes radicales, déjà plutôt convaincues par les idées de l'État islamique, des personnes plutôt d'une mouvance frères musulmans, des personnes sans affiliation aucune, des personnes qui sont des activistes de gauche, pro-démocratique ou autres, et des personnes qui ne comprennent pas trop pourquoi elles sont là. Et voilà, tout ce monde va parler entre eux. Et effectivement, on a de plus en plus de témoignages depuis 3-4 ans maintenant des interactions qui se font en prison. Donc oui, on explique effectivement ces problématiques très très souvent aux dirigeants européens, français et autres. Et aussi dans le cas du Sinaï notamment, là on a aussi un problème avec... le fait que voilà une organisation qui était au départ assez petite avec assez peu de personnes, de membres, de moyens, d'armement, pourtant existe toujours et continue toujours de nuire sur le territoire du Sinaï. C'est quelque part, alors qu'il y a beaucoup de moyens militaires qui sont déployés pour en venir à bout avec une grande force. Et donc... c'est donc finalement ce type d'organisation arrive à continuer à recruter. Pourquoi elle continue à recruter? C'est parce qu'il continue à y avoir beaucoup de civils qui ont des griefs contre l'État parce que eux-mêmes, leurs proches, leurs amis, leurs voisins ont été victimes de très graves violations et injustices et ils n'ont aucun recours à la justice pour essayer d'y remédier. Après, il faut dire que ce type d'argument, il est entendu, on note avec une grande préoccupation et on continue essentiellement à vendre du matériel de guerre, hein, ça j'avoue. Et par contre, ce qu'on voit clairement un petit peu évoluer, c'est depuis un an et demi, 2 ans, on voit clairement apparaître ce langage-là dans les textes publics s'adressant à l'Égypte ou parlant des relations avec l'Égypte au niveau UE. Qu'on voit, oui, la lutte antiterroriste doit se faire dans le respect des droits fondamentaux. Les violations, des graves violations des droits humains alimentent la radicalisation. Ce genre de langage, il apparaît maintenant, mais en fait, on ne change pas l'ordre des priorités dans nos relations bilatérales avec l'Égypte.
Juste deux précisions, si possible, par curiosité, sur Antoine, sur la régulation des entreprises. C'est une loi qui a été intégrée en droit français qui parle du respect de normes de droits humains. Et si oui, j'imagine que comme toute loi, il y a des violations et un cadre réglementaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que les licences d'exploitation y échappent, ou est-ce c'est pas encore appliqué et applicable? Voilà, comment est-ce que c'est légalement contraignant? Est-ce qu'il y a là une piste d'action? Et deuxième question qui s'adresse plutôt à Tony. J'ai bien retenu, les Français sont très bons pour les écoutes massives et les Israéliens sont très bons pour cibler. Est-ce que c'est une niche dans l'armement française? Est-ce qui fait qu'elle n'a pas envie de laisser tomber ces ventes-là et qu'elle résiste au temps, y compris dans son environnement européen? Et quels sont les autres pays aujourd'hui dans le monde qui achètent ces technologies-là? Merci. Alors sur la régulation des entreprises en France, il y a plusieurs lois en question. La loi sur le devoir de vigilance est une loi qui introduit une obligation aux entreprises, à partir d'un certain seuil d'entreprises suffisamment importantes, de faire un rapport sur la manière avec laquelle elles mettent en place la politique d'introduction des droits humains, de respect de l'environnement dans leur propre système, dans leur propre chaîne d'approvisionnement. L'obligation ici est de faire un rapport, n'est pas de ne pas violer les droits de l'homme. Par ailleurs, il y a d'autres lois en France grâce auxquelles on peut poursuivre une entreprise ou une entité juridique, une entreprise, oui, française, si elle a participer à la commission de violations graves, torture, crimes contre l'humanité dans des pays tiers. C'est par le prisme de cette loi-là, ce qui est une loi, un article, j'ai plus l'article en tête, du code pénal français, que l'on peut poursuivre des entreprises et qu'on a pu poursuivre du coup Amesis en Libye, qu'on a pu aussi se porter partie civile aussi contre Nexa ou Amesis en Égypte, que l'on a pu poursuivre Cosmos, une autre entreprise française qui est intervenue en vendant du matériel de surveillance en Syrie, etc. etc. Oui, sur cette question de qu'est-ce qui fait la spécificité de la France, on peut dire que par rapport à d'autres pays, la France compte beaucoup sur les ventes d'armes et d'une certaine façon encore par le prisme militaire pour rayonner sur le plan international et accéder à des ressources ou des contrats économiques. C'est absolument symptomatique des contrats avec l'Égypte, qui a effectivement abouti à des contrats dans des secteurs très très stratégiques comme l'énergie avec General Electric Hydraulique et EDF, mais également effectivement l'Arabie Saoudite avec un contrat lié à des fouilles archéologiques, un contrat qui a été gagné lié à l'agrandissement de la raffinerie de Jubail de Total, et je ne parle même pas du Yémen. Donc en fait, on a une imbrication, et c'est vrai que le militaire, les ventes d'armes est un petit peu le ticket d'entrée, le prisme par lequel en fait la France se différencie de ses concurrents. Il faut aussi faire remarquer que la France a un savoir-faire entre guillemets dans le domaine, comme j'ai dit, du contrôle des foules, du renseignement, des techniques de contre-insurrection, et qu'elle met à disposition des Saoudiens, ces forces spéciales, notamment le COS, le commandement des opérations spéciales, se déplace régulièrement à Riyad pour former leur équivalent saoudien, que les CRS aussi français se déplacent en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que la France se fait remarquer dans le domaine du contrôle des populations, de la surveillance, de comment éviter que les manifestations dégénèrent et perturbent un régime en place. C'est un savoir-faire qui est particulièrement remarquable dans ce sens-là. Et il faut aussi, on en parle assez peu, mais insister sur la proximité très très forte entre la France et les Émirats arabes unis.
on a quand même un Français ex-DG de Thales qui est à la tête du principal groupe émirati en matière de défense, qui a d'ailleurs fait l'acquisition pendant l'été de Manurin, une entreprise qui fabrique qui fabrique des machines, qui fabrique des cartouches, fabrique de cartouches. C'est une entreprise très très stratégique. Il y avait plusieurs repreneurs européens qui étaient sur les rangs. Et bizarrement, aucune banque s'est montrée intéressée. Et les Émirats Arabes Unis sont sortis du chapeau. Ce fameux groupe émirati est sorti du chapeau pour la racheter. Et c'est forcément le révélateur d'une relation très très spéciale entre la France et les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, au cours de l'été, en juin, plutôt un peu avant, la France a mis à disposition des Émirats ses forces spéciales pour qui lui ont offert aux Émirats une aide au déminage d'Hodeïda, au Yémen. Donc, ce qui montre très très bien que cette imbrication, ces synergies politico-économiques entre la France et les pays du Golfe, et d'autre part, il faut aussi, et ça c'est un pan qui n'est pas suffisamment exploré, la France utilise les Émirats pour se réinstaller dans certaines zones en Afrique. Puisque Dubai Port World, qui est la société de Dubaï qui est liée à la gestion portuaire, a établi énormément de concessions à travers le monde, passant de l'Australie jusqu'aux États-Unis, en passant par passant la Corne de l'Afrique jusqu'à la RDC, le Sénégal. Et ça pose évidemment énormément de questions, puisqu'on observe des mouvements, c'est-à-dire qu'à un certain nombre de ports comme le Sénégal ou Tanger, il y a des associations entre la France et les Émirats. Voilà. Donc ce qui pose question, c'est-à-dire qu'il y a une gestion globale, un réordonnancement du monde à travers une montée en puissance des Émirats Arabes Unis, qui pose aujourd'hui extrêmement question et qui montre que la guerre au Yémen est un petit peu, la face émergée de l'iceberg, et ça cache une gestion globale franco-émiratique qui est beaucoup plus vaste et peut-être encore plus problématique, et qui explique l'impasse du Yémen, entre autres. Non, juste pour peut-être compléter un peu l'information par rapport à la personne qui est partie, je crois, qui demandait comment l'Égypte, qui est un pays dont la dette civile est absolument colossale, est solvable sur le plan militaire. Il y a quand même un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'armée égyptienne est de loin le holding de l'armée égyptienne, y compris dans le domaine des industries civiles, très très nombreuses, et de loin la puissance économique la plus forte de l'Égypte. Et que l'Égypte vend aussi des armes et des pièces détachées, et de la part de gens qui s'y connaissent, disent les ingénieurs militaires égyptiens sont extrêmement bien formés, ils sont top dans leur niveau. Donc l'Égypte, l'armée dont le budget est totalement opaque, les gens du FMI qui sont venus en Égypte, qui a recontracté un nouveau prêt auprès du FMI, avait exigé des évaluations du budget de l'armée pour pouvoir le rentrer dans le produit produit intérieur brut de l'Égypte. Ils sont repartis sans rien. L'Égypte ne dit rien sur le budget de l'armée. Mais l'armée, vendant énormément de biens, fait des profits colossaux. Elle en redistribue beaucoup aux militaires, mais elle a énormément de profits, y compris dans ses industries civiles, qui peuvent permettre, eux, de comprendre pourquoi l'Égypte a la réputation, dans le domaine des armements, d'être en plus une bonne payeuse, enfin quelqu'un qui paye rubis sur l'ongle. Il y a ce contexte-là qui est quand même, semble-t-il, important. Oui, moi j'ai une question beaucoup plus simple. Si je suis sur la question générale des droits de l'homme, je veux dire, comment expliquer le niveau ahurissant de répression en Égypte, sachant que dans d'autres pays arabes comme l'Algérie ou le Maroc, il y a des oligarchies qui se maintiennent très bien, avec beaucoup moins de répression, une liberté de la presse. En Algérie, on se moque même de Bouteflika. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel? Est-ce que la personnalité aussi de Sisi ne joue pas là-dedans? Est-ce que...
Je pense que c'est toujours tentant de commenter sur la psychologie d'un général président, ou maréchal président en l'occurrence, mais je crois que vu que c'est difficile d'être certain de cette analyse, il vaut mieux se tenir aux données qu'on connaît. Je dirais que, oui, ce qu'on peut voir clairement en Égypte, c'est qu'il y a eu une révolution en 2011. Il y a eu plusieurs phases de remobilisation depuis sur d'autres problématiques connexes, donc essentiellement sur comment devrait se jouer la suite des événements, sur différents droits et acquis en 2011 qui ont commencé à acquérir en 2011 et que la population n'a pas voulu qu'on les retire à un moment donné. Ça a été très bien observé par l'institution militaire, par les raids de renseignement, par tous les services du ministère de l'Intérieur, et qui, par ailleurs, souvent semblent ne pas vraiment croire que cette révolution en 2011 était véritablement un mouvement populaire émanant pour l'essentiel de manière sincère ou spontanée de la population, et pointe souvent une manipulation d'agents d'agents subversifs étrangers déstabilisant le pays, et pointe les frères musulmans, etc. Et donc en fait, d'une manière ou d'une autre, on s'emploie à essayer d'éviter que ça se reproduise. Verrouiller l'espace public et la sphère politique bien au-delà de ce qu'il y avait en 2010 et à la veille du déclenchement de cette révolution-là. Et d'autre part, il y a certaines décisions politiques qui visent aussi à assurer l'impunité, finalement, non seulement de Sisi lui-même, mais aussi du haut commandement militaire, des renseignements, du ministère de l'Intérieur, de toute poursuite judiciaire pour futurs éventuels, soit en Égypte, soit ailleurs, au nom de la compétence universelle, pour des crimes graves commis sous leur commandement ou dont ils auraient dû avoir connaissance et arrêter. Ok, donc il y a un certain nombre de lois qui sont adoptées pour éviter cela, notamment une loi de l'été 2018 sur le traitement des hauts gradés des officiers égyptiens, et donnant à Sisi la possibilité de choisir un certain nombre d'officiers et de leur donner l'immunité à toute poursuite judiciaire pour des crimes commis à tout moment où la Constitution a été suspendue entre 2011 et le 1er janvier 2016. Donc, dans ces années, il y a eu 2 périodes où la Constitution était suspendue, et jusqu'à ce que le Parlement nouvellement élu commence ses travaux le 1er janvier 2016. Et donc, ça inclut le massacre de Rabaa, de Nahda, mais aussi beaucoup plus tôt le massacre de Maspero, des manifestants chrétiens en 2011, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que dit Leslie, la répression égyptienne est très rationnelle. Elle est très rationnelle. Il y a des millions de gens qui sont descendus dans la rue en 2011. Il y a actuellement un taux de pauvreté qui est de 40% de la population. Il y a des inégalités économiques monstrueuses et flagrantes. Et Sisi est très conscient du fait qu'il faut flanquer la trouille aux gens. Et les gens ont peur. Et il ne faut pas oublier que l'Égypte est une bombe socio-économique potentielle. Il y a 100 millions d'habitants qui s'enfoncent maintenant dans une misère qui va bientôt atteindre celle de Bangladesh. Bon. Absolument. Il y a une petite dernière question. Toute dernière, courte. C'est simplement pour... vous nous avez incité à envoyer des cartes postales à nos parlementaires. Est-ce qu'un débat est prévu à l'Assemblée nationale ? La mission d'information a commencé ses travaux. Je pense que ces travaux sont pour partie retransmis publiquement sur la chaîne Assemblée nationale ou alors sur le site internet de l'Assemblée nationale. Il y a eu notamment ces auditions cette semaine étaient retransmises. Oui, il y a un certain nombre d'auditions qui sont retransmises, mais peut-être pas toutes. Il faut regarder au cas par cas. Mais au-delà, on essaye de prendre des rendez-vous avec les députés. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être les seuls à le faire, parce que ce n'est pas suffisant. Ils nous repèrent très vite. S'ils voient la même tête réapparaître une dizaine de fois,
bon, dans le cours des rendez-vous, c'est pas suffisant pour changer les choses. Mais par contre, si localement, vous allez rencontrer des députés, vous formez un collectif et vous allez voir votre député local, là, ça a un impact. Et ça a eu d'impact avec la CAT qui a mobilisé son réseau pour le Yémen, où on est passé tout de suite à 30 députés qui soutenaient une commission d'enquête. C'est pas la seule raison. Et là, c'est pour ça qu'on poursuit ces débats avec les différentes ligues des droits de l'homme. On poursuit ce débat avec les différentes ligues des droits de l'homme. C'est vraiment pour permettre à ce que de multiples petits débats éclosent un petit peu partout et que vraiment les gens se réapproprient cet enjeu et qu'on puisse cette fois-ci renverser la table, parce que il y a eu déjà plein de missions d'information, plein de tentatives d'ONG pour réguler ce secteur, et c'est impossible sans un soutien populaire, sans une mobilisation des citoyens, parce qu'il faut durer dans le temps. Il faut que voilà, et la mission d'information va durer peut-être de 6 mois à 1 an, et donc voilà, il faut arriver à maintenir cette pression, et on ne peut pas le faire à 2, 3 ou 4. Voilà. Et juste une précision, quand même, la finalité de plaidoyer, la finalité de l'action, c'est de sortir de la mission d'information et certainement de mettre en place une commission d'enquête et de parler d'autres moyens de faire et qui existent déjà ailleurs en Europe. Donc c'est de pousser le Parlement français à réviser le contrôle des armes et d'encadrer la vente d'armes sur des modèles qui existent ailleurs en Europe. Donc c'est un premier pas dans la mission de plaidoyer qui accompagne la mission d'information, mais qui à terme doit mener encore à d'autres pas. Ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher. C'est vrai que les opinions publiques ont leur mot à dire et qu'il ne faut pas se démobiliser parce que les résultats ne sont pas immédiatement concrets. Il y a un temps de l'action parlementaire, mais ce temps-là, il existe et il est en train de prendre forme, et il faut l'accompagner de toutes nos forces, en vérité. Bon, écoutez, merci infiniment à vous tous. Merci à vous 4 d'abord, parce que c'était particulièrement intéressant.